Alors, mes chers amis, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis content de me trouver parmi vous à Toulon. Parce que, figurez-vous, quand j'étais en Provence, militant d'Action française, il m'arrivait souvent de venir à Toulon, et je me souviens du président de la section, que peut-être certains d'entre vous ont conservé dans leur mémoire. Je parle du colonel Tombarel, qui était oublié, je crois. Bon, le colonel Tombarel qui nous recevait. Il y avait également M. Rembold. Ça vous dit rien tout ça? Si, Rembold. Il y avait aussi, il y avait aussi Fabrice Audriscoll, qui habitait à Sanary, qui participait à ces activités. Voilà, c'est bien loin tout ça. Mais enfin, je me retrouve toujours dans ce climat si agréable de la Provence, béni des dieux. Et vous m'avez demandé de venir vous parler d'un sujet qui a été pour moi une sorte d'obsession, de préoccupation continue depuis l'époque où j'étais jeune étudiant d'Action française. La question que je me posais, c'était la suivante, que je me posais souvent dans les camps d'Action française. Mais quelle est l'origine de notre pensée? Comment notre pensée a-t-elle évolué? Bon, il y a Maurras, bien sûr, mais Maurras n'est pas arrivé comme ça dans un monde vide sur le plan de la pensée. Et je me suis intéressé à ces origines, c'est-à-dire la filiation qui conduit Maurras à effectuer un certain nombre d'adaptations d'une pensée qui existait déjà et qui elle-même avait des origines beaucoup plus lointaines que l'on ne croit. Alors, je dois vous dire qu'à l'Action française, quand je posais cette question, on me disait vous n'avez qu'à lire les livres, les publications qui ont été faites par l'Institut d'Action française, qui étaient très intéressantes, mais qui avaient deux petits défauts. Le premier, c'est que c'était des publications, des fascicules qui étaient chronologiques, qui en fin de compte ne concernaient que la contre-révolution française, alors que la contre-révolution est un mouvement de pensée international. Et enfin, là je vais être un peu disons, critique, un peu acide, mais je vais dire, ces fascicules considéraient que les penseurs de la contre-révolution étaient en quelque sorte les annonciateurs du prophète que serait Maurras. Autrement dit, c'était un peu comme Jean le Baptiste qui annonce le Christ. Bon, toute proportion gardée. Hein. Donc, je me disais quand même, c'est curieux, il n'y avait pas que ça, il y avait que ça, c'est donc des précurseurs, c'est tout, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette pensée? Et alors j'ai commencé à m'intéresser à cette pensée et à lire les auteurs, non seulement en France, mais également à l'étranger, et particulièrement en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que nous ignorions, beaucoup de choses que nous n'avions pas, qui étaient totalement inconnues, auprès d'auteurs que nous ne connaissions pas. Déjà, la contre-révolution française était très mal connue de nous. Alors, les contre-révolutions à l'étranger, on n'y connaissait rien. Donc, je vous propose de commencer à vous parler d'abord de l'émergence des penseurs contre-révolutionnaires, et puis après, on détaillera la pensée à travers les éléments fondamentaux et les éléments novateurs, parce que la contre-révolution est novatrice. Ça a l'air extraordinaire de dire ça, mais la contre-révolution est novatrice, totalement novatrice, à un point qu'on n'imagine pas. Alors, je voudrais d'abord faire une constatation. J'espère qu'elle n'aura pas pour vous un caractère insultant, mais au départ, quand la révolution éclate, en France, elle n'a pas d'ennemis. C'est très simple. Personne ne conteste la révolution. Les principes de la révolution sont acceptés par l'ensemble de la société française. Oui, bien sûr, vous allez me dire, il y a des gens qui s'opposent, qui critiquent les Lumières, etc. Oui, il y a des gens qui critiquent les Lumières. Et il y a notamment les Jésuites. Les Jésuites, les fameux adversaires de Voltaire, Nonote et Patouillet, vous savez. Bon. Tous ces gens
qui vont d'ailleurs être persécutés par Voltaire. Mais en fait, il faut pas s'y tromper, ces jésuites ne sont pas du tout, ne s'attaquent pas aux principes politiques de la contre-révolution, de la révolution. Ils s'attaquent à l'impiété, ils s'attaquent à l'irréligion. Et pour le reste, ils ont une vision qui n'est pas du tout celle de la tradition française d'Ancien Régime. Ils ont une vision plutôt théocratique. Et à l'inverse, vous avez des littéraires comme Linguet, comme Fréron, tous ces gens qui vont être également la proie des Lumières, puisque Voltaire fera des campagnes de délation, de dénonciation contre ces deux personnages, et obtiendra, et ça c'est quand même significatif, de la part du ministère de la monarchie, l'interdiction des publications de ces gens. Autrement dit, les Lumières, les partisans des Lumières dénonçaient à la monarchie française des gens qui étaient contre les Lumières. Et la monarchie française interdisait leur publication. Linguet est mort de chagrin quand le ministre Malesherbes, qui allait devenir le héros que nous connaissons, mais à l'époque c'était un partisan des Lumières et de la pensée de la Révolution, eh bien il a fait interdire son journal et Linguet est mort de chagrin. Pareil pour Fréron, qui a été également réprouvé, etc. Alors maintenant, il y avait également des gens qui s'opposaient aux idées politiques de la Révolution, mais pas du tout au nom d'une notion traditionnelle. Je pense à Jacob-Nicolas Moreau, qui est un grand juriste de la trempe de tous ces légistes que depuis le XIIIe siècle la monarchie française cultive. Mais Jacob-Nicolas Moreau ne défend absolument pas les principes de la monarchie traditionnelle. Ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle la monarchie administrative, un autre nom pour le despotisme éclairé. Vous voyez, en fait, à l'époque, avant la Révolution, personne ne défend la logique de l'Ancien Régime. Selon l'expression du professeur de Viguerie, l'Ancien Régime ne se comprenait plus lui-même. Ce qui explique tout à fait qu'il n'y a pas eu de réaction, qu'il n'y a pas eu de résistance à la Révolution. Personne n'a résisté. Si, il y a eu des résistances, mais ces résistances, c'était un peu celle du canard sans tête. C'est-à-dire que c'était le corps de l'Ancien Régime qui était encore vivant et qui réagissait, je dirais, de manière automatique, par réflexe. Mais en fait, il n'y avait pas de pensée pour s'opposer à la Révolution. Alors il y a eu quand même un auteur que je voudrais citer, gloire à lui, qui a exprimé des idées contre-révolutionnaires avant la lettre. C'était Pascalis. Mais Pascalis ne se place pas du point de vue de la France. Il se place du point de vue de la Provence. Il défend les libertés provençales et ça lui coûtera cher, puisque pour avoir défendu les libertés provençales, il sera assassiné par les séides de l'abbé Rive et sur l'ordre de Mirabeau. C'est un comble qu'aujourd'hui, à Aix-en-Provence, vous ayez l'endroit où il a été arrêté et pendu à un réverbère sur précisément ce cours Mirabeau. Donc voilà, il faut bien voir que les conclusions des Lumières sont synthétisées et acceptées par la France dans son ensemble avant la Révolution comme étant des caractéristiques de l'esprit français. Individualisme, rationalisme, universalisme, constructivisme. Tout ça, c'est la pensée de la Révolution et personne ne la conteste. Alors, il y a bien des gens qui vont combattre la Révolution, et même qui vont combattre la Révolution au péril de leur vie. Bon, par exemple, Sulot, par exemple, Mounier, ces gens-là vont la combattre, et souvent, ils vont y perdre la vie. Mais ce ne sont pas des gens qui s'appuient sur une vision contre-révolutionnaire. En fait, ce sont des gens qui admettent tous les présupposés de la Révolution. Simplement, ils disent que c'est pas bien ce qu'on fait, etc., etc. Mais Chénier, par exemple, André Chénier,
est un partisan de la conception de Rousseau. Rivarol est un voltairien pur. C'est rien d'autre qu'un voltairien, Rivarol. Oh, il est contre la révolution, mais peut-être que si Voltaire avait vécu, il aurait été contre la révolution. Et je pense que c'est probable. Donc, il n'y a pas de résistance. Et sachons également que ceux qui vont devenir par la suite les grands contre-révolutionnaires, par exemple Bonald ou Maistre, à l'époque sont francs-maçons. D'ailleurs, Maistre le restera toute sa vie. Et ils sont favorables à la révolution. Bonald sera député à la législative. Maistre est savoyard, donc il est piémontais, en quelque sorte, donc il ne s'occupe pas directement de ça, mais ils sont partisans des idées de la révolution. Est-ce que ça signifie, comment est-ce que la contre-révolution, les penseurs de la contre-révolution ont-ils pu émerger dans un contexte où il n'y avait strictement aucune racine qui leur permit de s'exprimer? Eh bien, c'est là que je vais dire des choses qui sont pénibles pour notre amour-propre national, mais ce n'est pas en France, ce n'est pas les Français qui ont combattu le premier la Révolution dans son principe. Alors, la réaction à la Révolution, elle vient de deux pays différents, enfin, elle commence très tôt avec la critique de Descartes, au tout début du XVIIIe siècle, les toutes premières années du XVIIIe siècle, avec Giambattista Vico. Vico est un napolitain, un prêtre napolitain, qui va s'opposer à la pensée de Descartes. Et à la pensée de Descartes, il faut bien comprendre une chose, qu'elle est mère de la Révolution. Et oui. Bon. Alors ça, Maurras n'aurait pas aimé. Parce que lui, pour Maurras, Descartes, c'est le symbole de l'esprit français, rigoureux, clair, précis, etc. Bon, c'est vrai, mais Descartes dit clairement, avant toute chose, si on veut penser librement, il faut débarrasser l'esprit du préjugé, ce qui n'est autre que la tradition. Descartes. Alors Descartes nous dit ça, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est pas l'appliquer à tous les domaines. Par exemple, il dit, mais j'accepte de cette attitude-là, hein, qui est nécessaire, j'accepte la politique et la religion. Bon, ça fait un gros morceau. Mais en fait, ses disciples ne respecteront pas ces barrières et vont dire, bien sûr, Descartes a dit ça, mais c'était parce qu'il avait peur de se faire sanctionner par le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église. Et donc ils vont continuer dans cette ligne, hein, d'un cartésisme exagéré appliqué à toutes les sciences, et pas seulement aux sciences exactes. Mais le premier à contester Descartes, c'est Vico. Vico remet en cause la notion qu'une société se comprend à partir de la raison, que la connaissance vient de la raison. Vico conteste la notion de progrès linéaire. Vico avance l'idée que toute société obéit à des avatars cycliques et que l'histoire n'est pas linéaire, qu'elle est en cercle, elle est spiraloïde. Vico développe également l'idée que chaque peuple émet une vision du monde qui lui est propre et qui est contenue dans sa culture. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement étranger aux Français du XVIIIe siècle. Les Français vont accepter, dès la fin du XVIIe siècle, une conception totalement universaliste de la pensée. Vous avez un événement qui est extrêmement important, mais qui est totalement inconnu, qui se produit vers 1680, un peu après 1680, à l'Académie française, et qui s'appelle la querelle des anciens et des modernes. Qu'est-ce que c'est que cette querelle? C'est une querelle littéraire, mais vous savez, dans la littérature, vous avez des tas de choses qui vont par la suite influencer la politique. Maurras disait que la Nouvelle Héloïse de Rousseau avait beaucoup plus influencé les esprits que le contrat social du même auteur. Et donc les anciens disent que l'héritage de l'Antiquité est valable en soi. Parce que c'est une conception du monde qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui, mais néanmoins qui contient des valeurs éthiques, esthétiques absolument incomparables. Alors que les modernes, Perrault par exemple,
défendent l'idée que, pas du tout, l'Antiquité était animée par la naïveté, il faut sortir des principes invoqués par l'Antiquité, et il faut également considérer qu'une œuvre effectuée par un individu est supérieure à une œuvre qui est le résultat de la sédimentation d'auteurs différents. Autrement dit, eh bien, Racine est supérieur à Homère. Parce qu'Homère, c'est la sédimentation de plusieurs auteurs. Ça veut dire quoi? Ça signifie que l'individualisme est toujours plus porteur de perfection que la tradition qui est par nature collective. C'est très grave, cette intervention. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les anciens comme les modernes sont de fervents partisans de Louis XIV et estiment que ce qu'il faut, c'est avant tout glorifier le roi Soleil. Ils sont tous d'accord sur ce point, mais ils le font à partir de conceptions qui sont totalement différentes. Voilà. Et à partir de là, eh bien, l'idéologie des Lumières va se construire sur cette notion d'universaliste. Il y a un seul homme, et cet homme, il se réalise dans une expression du beau que la France a captée et qu'elle doit la diffuser dans le monde de l'époque, c'est-à-dire l'Europe. Et ça marche très bien. Bon. Ça, c'est également une conséquence du cartésianisme. Et cette attitude-là, des Français qui veulent imposer une culture et qui ont des créations qui sont absolument incomparables, hein, elle va entraîner l'adhésion des princes, notamment de tous les princes allemands. Et c'est à ce moment-là que l'on voit, en Allemagne, une réaction d'un certain nombre de penseurs. Alors je citerai le plus important, parce qu'il y en a plusieurs, il y a Hamann, les noms me sont sortis de l'esprit, mais le principal c'est Herder. Et Herder va développer l'idée que l'esprit français est desséchant. Il faut dire quand même aussi qu'à l'époque, vous aviez le roi de Prusse qui avait réuni l'Académie de Berlin en leur disant « Vous devez cesser de parler allemand, parce que l'allemand est une langue pour les chevaux, et j'exige que vous parliez français. D'ailleurs, le but, c'est que tous les Prussiens finissent par parler français. » Autrement dit, une nation artificielle. Et Herder dit non, une nation, c'est pas artificiel. Une nation, c'est quelque chose qui vient du plus profond des âges, c'est quelque chose qui passe dans le peuple, hein, c'est quelque chose qui est le fruit de l'histoire, qui est le fruit de l'hérédité, et par conséquent, on peut pas, un prince ne peut pas se permettre de dire voilà, la nation va être ça ou ça, et je veux qu'elle ait tel visage, et je la modèle comme la terre glaise. Herder va donc contester les idées révolutionnaires, qui ne sont pas encore révolutionnaires, avant la Révolution. Et son héritage va ensuite être recueilli par pratiquement tous les contre-révolutionnaires du XIXe siècle. Alors que Herder n'est pas du tout royaliste, pour la France du moins. Parce que justement, la France donne une image de futilité, de légèreté, n'est-ce pas? Alors que, bon, pour ces bons Allemands, c'est pas positif. Et finalement, Herder va être contemporain de la Révolution, et quand la Révolution éclatera, il dira c'est bien, mais dès qu'il verra comment ça tourne, il dira c'est l'abomination de la désolation. Il y a également une deuxième critique, une critique fondamentale, qui va être celle d'un Anglais, un Irlandais plutôt, mais enfin d'origine, un Irlandais anglican, d'ailleurs je ne sais pas si on doit dire anglais ou irlandais, qui s'appelle Edmund Burke. Edmund Burke va développer des idées tout à fait nouvelles. Et là, il va critiquer la Révolution, alors que pas un Français ne critique la Révolution en soi. On critique les excès de la Révolution, on critique les hommes de la Révolution, mais on ne critique pas la Révolution. Burke dit, la Révolution, c'est une abomination parce que c'est une métaphysique adultérée, et cette position, elle aboutit à détruire la tradition. Et la tradition, c'est le fondement du politique. Une nation, elle trouve sa grandeur dans la coutume qu'elle a sédimentée et qu'elle transmet. Donc tout le contraire de l'idée française
de la Constitution de 1791. Je vous rappelle que la Constitution de 1791, c'est une constitution au cours de laquelle on dit la France, année zéro. La France n'existe pas. Nous créons la France. On recrée le pays à partir de rien. C'est ça toute l'idée de la Révolution. Hein. On recrée un pays à partir de rien. Vous savez, au départ, les départements, ils devaient être des rectangles tracés sur le sol. Il faut que ce soit pur, que ça n'ait rien à voir, ni avec l'histoire, ni avec l'hérédité, ni même avec la géographie. Après, on admettra que bon, c'est un peu difficile de faire passer des lignes droites au milieu des montagnes. Et Burke dit, ça c'est une absurdité. Et vous ne trouverez jamais la stabilité dans une vision du monde telle que celle-là. Et là, c'est Burke qui va entraîner une lecture et une analyse par de nombreux penseurs, dont les premiers, en France, sont Bonald et Maistre. Maistre, savoyard, donc il n'est pas français à l'époque, enfin, il écrit en français et il se place dans le cadre, la nébuleuse des penseurs français. Et il aura exactement la même attitude en Allemagne avec Augustus von Rehberg, qui traduira en français les œuvres de Burke, et également Gens, le baron de Gens en Autriche, qui était l'adjoint de Metternich. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que la contre-révolution française commence. Vous voyez, la contre-révolution française, elle n'est pas arrivée comme ça d'un seul coup. Elle a des racines qui sont anciennes. Un siècle plus tôt, déjà, il y avait des gens qui avaient commencé à contester les idées des Lumières. Et alors, les penseurs contre-révolutionnaires vont commencer à carburer, et là, les Français vont faire preuve d'esprit de création. C'est-à-dire que, d'abord, ils vont essayer de justifier l'autorité, mais pour justifier l'autorité royale, et le retour à l'autorité royale, ils vont se heurter à un reproche qui arrive très souvent. On nous dit souvent, mais écoutez, vous voulez rétablir la monarchie maintenant, mais c'est pas censé, en fait. Vous devez comprendre que maintenant la République est installée, elle existe. C'est pas la peine d'y changer. Essayez de bâtir quelque chose avec la République. Et bien, dès 1797, c'est ce que disent des gens comme Barras aux royalistes. Les royalistes qui veulent rétablir la monarchie. Il leur dit, des gens comme Barras disent, bon, écoutez, voilà, la révolution a eu lieu, la République est installée, bon, c'est vous qui êtes des facteurs de désordre maintenant. Si vous voulez l'ordre, au contraire, il faut consolider les institutions existantes. Et là, eh bien, vous avez Bonald qui ne va pas se contenter d'une analyse purement coutumière comme celle de Burke, qui va soutenir qu'en réalité, le système politique qui a été inventé par la Révolution, la Constitution de 1791 et les suivantes, est fondé sur des postulats qui sont établis au mépris des faits. Et ils vont contester la pensée des Lumières en profondeur et en détruisant les racines. Bien loin, comme on pourrait le croire, de reprendre toutes les justifications du pouvoir que la monarchie avait données dans le passé. Vous savez, bon, la Franciade, les rois de France descendants d'Aînée, ou bien, je ne sais quoi, des rois de Juda. Vous savez, si vous regardez le tympan de la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien, elles ont été démolies, bien sûr, mais il y avait des statues, et c'était les rois de Juda, dont les rois de France se considéraient comme descendants et successeurs dans l'onction davidienne. Ils ne cherchent pas du tout à revalider ça. Non, non, pas du tout. Ils disent, voilà, le pouvoir, il a une valeur à partir du moment où il est établi dans la tradition et où il a, comme le bon vin, jeté dehors tous ces aspects tyranniques pour se fonder dans une habitude acceptée par les peuples. Donc, Maistre et Bonald vont formuler l'idée que la source de l'autorité,
c'est pas la peine de la chercher dans des mythologies. Il faut la voir dans la constatation de principes politiques. Autrement dit, il substitue à une vision philosophique totalement irréaliste comme celle de Voltaire, de Rousseau, l'idée que c'est le peuple qui va, par sa volonté générale, créer la légitimité, etc. Pas du tout. Non. C'est la coutume, c'est l'habitude, et le pouvoir tient, le mystère du pouvoir tient dans son maintien et sa transmutation à travers les âges. Tout à fait nouveau comme vision des choses. Il conteste la philosophie qui fonde la démocratie, et Bonald nous dit confondre le gouvernant et le gouverné est une absurdité. On ne peut pas au même moment être à la fois gouverné et gouvernant. On ne peut pas à la fois obéir et commander au même. Donc, il y a une des deux notions qui est un mensonge. Et c'est la prétendue souveraineté du peuple qui est un mensonge, parce que en réalité, le peuple, si on lui demande de commander, il ne le pourra pas et il n'y aura jamais de commandement du peuple. Tout ce qu'il peut faire, c'est effectivement faire pression pour faire valoir un pouvoir, une liberté, pour défendre ses intérêts. Mais commander en étant titulaire d'une part abstraite de la souveraineté, c'est absolument impossible. De même, il conteste l'idée que la société est le résultat de la volonté des hommes. La société n'existe pas parce qu'elle est la volonté des hommes. Et alors là, Bonald et Maistre, tous les deux ensemble, vont faire une critique totalement imparable. Ils disent ceci: bon, il y a eu un contrat social, parfaitement. Quand est-ce qu'il a eu lieu? Ah ben on ne sait pas, c'était dans des temps très reculés. D'accord. Et comment ils ont signé le contrat, les gens? Eh bien, ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour vivre ensemble. D'accord. Et dans quelle langue était ce contrat? Eh bien, dans la langue de l'époque, la langue originelle. D'accord. Qu'est-ce qui leur a appris la langue? Ils la connaissaient ou on leur a appris? Mais une langue, ça s'apprend. Si vous avez un enfant qui naît et qu'on ne leur apprend pas la langue, au bout de 6-7 ans, bah, je ne sais pas, mon cher Jean, tu n'iras pas qu'il lui viendra très difficile d'apprendre une langue. Une langue, ça s'apprend dans les premières années de la vie. Et elle est enseignée par les parents. Donc les hommes vivent dans une famille, ils arrivent dans une société, et la langue, elle leur est donnée par la société. Donc, ce n'est pas les hommes qui ont inventé la société, c'est la société qui a inventé les hommes. Et ça, c'est fondamental. C'est une idée totalement nouvelle. C'est une idée qui va radicalement à l'opposé du libéralisme et qui aboutit à fonder une nouvelle science, la sociologie. La sociologie, c'est une invention des contre-révolutionnaires. Voilà. De même que l'ethnologie, c'est une invention de Herder et des contre-révolutionnaires allemands. Et la politologie, c'est également une invention de Bonald et de Maistre qui ont conçu que la vie politique, la règle de la politique pouvait être induite de l'expérience. Donc voilà quelque chose déjà de tout à fait nouveau. Une autre idée nouvelle qui va être mise en jeu, c'est la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Ben vous savez, c'est quelque chose d'un peu étrange, mais avant la Révolution, on ne parlait pas tellement de tradition. Ou quand on parlait de tradition, c'était avec un grand T, et c'était la tradition de l'Église, la tradition théologique de l'Église. La tradition, ce n'était pas quelque chose qu'on abordait beaucoup. On la pratiquait. Hein, on la respectait. On avait une vision du monde qui était traditionnelle. Mais on ne conceptualisait pas la tradition. Eh bien, les contre-révolutionnaires, après Burke, vont mettre en place cette notion que la tradition, c'est quelque chose, c'est une idée qui est fondatrice, n'est-ce pas? Et Burke disait à ce sujet quelque chose de très juste. Il disait, le préjugé, remarquez l'allusion à Descartes, c'est le vêtement d'une raison cachée. Parce que derrière
l'acceptation d'un préjugé qu'on ne discute pas, qu'on a reçu et qu'on ne remet pas en cause, il y a un certain nombre de constatations qui ont été faites au cours des siècles par les gens qui vous l'ont transmise. Très important cet aspect. Eh bien, les contre-révolutionnaires français vont aller plus loin encore. Ils vont développer une théorie de la tradition qui se fonde sur l'idée que la tradition est collective, que la tradition c'est l'expérience réussie, et qu'elle n'est pas contraire à la raison, mais au contraire qu'elle en est une conséquence. Alors en faisant cela, évidemment, les contre-révolutionnaires vont naturellement adopter une attitude qui n'est pas traditionnelle. Et bien sûr, puisque la tradition, par définition, elle est ressentie et partagée, mais elle n'est pas conceptualisée, elle n'est pas le résultat d'un concept. Eh bien, pour justifier et reconstruire la tradition, les contre-révolutionnaires vont mettre sur pied une théorie de la tradition qui en montre les justifications. Alors, cette notion de tradition permet également de voir de très nombreuses conceptions différentes de la tradition, parce que la tradition, vous pouvez l'appliquer à quoi? Vous pouvez l'appliquer à un héritage national ou un héritage provincial. Vous pouvez également envisager la tradition à un niveau beaucoup plus ancien. Ce sera ce que fera René Guénon, qui aboutira à une notion de tradition primordiale. Alors là, la tradition cesse d'être quelque chose de vraiment concret, mais une théorie un peu fumeuse. Et donc cette attitude va permettre de justifier la reconstruction de la société et la remise en place de la famille comme étant le lieu privilégié où la tradition se transmet. Les contre-révolutionnaires vont également mettre en place une notion différente de la liberté. La liberté pour les contre-révolutionnaires, notamment Bonald, ce n'est pas une parcelle arithmétique de la souveraineté, comme le disait Rousseau, c'est l'exécution, la mise en pratique d'un pouvoir. La société est holiste. Mestre et Bonald affirment les premiers, avant d'inventer le mot, le holisme. C'est le holisme. Le holisme, c'est ce que Paresse définira par la suite en disant la France, à propos de la France, ce n'est pas la somme des Français qui vivent sur son territoire. La France, c'est l'ensemble des Français morts, vivants et à naître. Bonald et Mestre vont également développer une idée nouvelle en ce qui concerne la guerre. Ils vont développer une théorie de la guerre qui est tout à fait brillante. Et ils montrent qu'en réalité, la guerre de la Révolution s'assimile à une guerre civile, parce que dans une guerre émise par la République, l'ennemi ne mérite pas d'être respecté. L'ennemi, c'est un ennemi de guerre civile, c'est l'inimicus et non pas l'hostis. Ces idées sont reprises par la suite par Carl Schmitt, qui se considérait lui aussi comme un contre-révolutionnaire, grand contre-révolutionnaire allemand. Voilà, donc si vous voulez, la contre-révolution a été bâtie comme une théorie dans une grande diversité, parce qu'il y avait vous savez, ne fût-ce que sur le plan religieux. Dans la contre-révolution, vous avez des anglicans, vous avez des luthériens, vous avez des calvinistes, vous avez des orthodoxes, et vous avez des catholiques. Et puis parmi les catholiques, vous avez des gallicans et vous avez des ultramontains. Et puis souvent, quelquefois, ils sont un peu hérétiques aussi. Donc la grande diversité de la contre-révolution n'empêche pas que la contre-révolution ait une unité très grande sur l'idée que l'homme n'est pas en mesure de se reconstruire entièrement et de se connaître en totalité. Et par conséquent, la société qui nous élève, la société qui nous instruit et qui nous donne nos connaissances et notre culture, elle
elle est le fruit d'un mécanisme que nous ne pouvons pas comprendre tout à fait et qu'il faut conserver des recettes qui ont bien fonctionné, même si ces recettes ne sont pas forcément très compréhensibles. Donc, maintenant je vais vous poser une question. En conclusion, j'espère ne pas avoir parlé trop longtemps, la contre-révolution a influencé énormément tous les courants de pensée du XIXe siècle. Marx, par exemple, vante considérablement les penseurs contre-révolutionnaire. Comte dira de manière mi-figue mi-raisin l'admirable école rétrograde pour parler de la contre-révolution. Et malgré son caractère très novateur, malgré ces innovations que la contre-révolution apporte dans une relecture respectueuse de la philosophie médiévale, mais qui néanmoins s'en sépare sur des points importants, notamment sur l'individu, malgré tout cela, la contre-révolution n'a pas réussi. Molnar, qui était un contre-révolutionnaire d'origine hongroise, mais qui écrivait en français, et qui est mort dans les années 90, disait « La contre-révolution, c'est une théorie ferme, mais une action débile. » Parce qu'il y a, dans la contre-révolution, un certain nombre de contradictions. Mais il ne faut pas considérer que ce soit forcément mortel. Toute théorie sociale connaît nécessairement des contradictions. Les contradictions doivent être dépassées. Le problème de la contre-révolution, c'est qu'elle veut à la fois la conservation et le renversement. Et ça, c'est un très gros problème. Je vais user une comparaison. Le mécanicien qui veut réparer une machine, un moteur, une voiture, il doit d'abord la démonter. Que se passerait-il si ce mécanicien, à chaque geste de démontage, était pris de réticence, à l'idée que chaque boulon enlevé, chaque rivet dessoudé, constitue une perte inestimable? Eh bien, les révolutionnaires se sont attelés depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, à modifier sans cesse la société, selon un schéma abstrait, et ils mènent sans état d'âme une guerre implacable à ceux qui ne partagent pas ce schéma. Et face à cela, que font les contre-révolutionnaires? Eh bien, ils subissent la guerre civile et se défendent au lieu de pratiquer cette guerre, alors que c'est justement la guerre la règle du jeu. Donc, évidemment, il ne faut pas essayer d'atteindre 2 cibles à la fois avec un fusil à un coup, parce que ça ne peut pas marcher. En revanche, paradoxalement, l'évolution de la société que nous connaissons aujourd'hui et le fait que la révolution se réalise aujourd'hui sous une nouvelle forme à travers le libéralisme, qui est un effet de la révolution, mais qui jusque-là était en but à une autre forme de révolution, issue du même courant qu'était le marxisme, eh bien aujourd'hui, le libéralisme a gagné sur le plan de la société, mais évidemment, il a gagné, mais il fait ressortir sans arrêt ses faiblesses. Et évidemment, la contre-révolution est en mesure aujourd'hui d'échapper à cette contradiction dans la mesure où elle n'est plus obligée de vouloir la conservation, mais se consacrer d'abord au renversement, dans le but de réaliser la restauration une fois que le renversement a été effectué. Je vous laisse réfléchir à cette maxime.